Je dirais volontiers c'est un livre de poèmes, même si la définition que je donne au mot poème est assez large ou assez floue d'une certaine façon. C'est-à-dire que, évidemment, dans poème, on peut entendre le mot vers, ou le mot rythme, ou le mot mise en page, ou typographie, disons un rapport à l'espace de la langue un peu différent de celui qu'on pourrait avoir en prose. Non pas qu'il n'y a pas de rapport à l'espace de la langue en prose, mais c'est pas tout à fait le même. Donc ça, c'est une première façon de comprendre le poème, mais ce que j'essaie de faire depuis pas mal de temps, et aussi avec ce livre, c'est d'une certaine manière d'élargir le poème. C'est-à-dire de faire en sorte que les questions qui le traversent, elles peuvent apparaître sous différentes formes, qui ne sont pas forcément des formes ni reconnues comme poétiques, ni même qui s'affichent comme poétiques, mais qui sont quand même traversées par des questions que j'appellerais des questions poétiques. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est qu'une question poétique? Alors là, vous pourriez me poser la question, et ce serait une bonne question, et je suis pas sûr d'avoir complètement la réponse, mais je dirais que pour moi, bon, j'ai pas beaucoup écrit de prose, alors je sais pas, mais pour moi, dans la question poétique, il y a la question d'une façon de trouver à habiter, d'une certaine façon. Je trouve que ce qui est intéressant, enfin ce qui m'intéresse dans la poésie, en particulier depuis la fin du 19e, c'est-à-dire depuis qu'il n'y a plus vraiment de règles, même si avant les règles, il fallait en faire quelque chose, donc. Mais disons, depuis qu'il n'y a plus vraiment de règles, ce qui m'intéresse, c'est de se demander quelles règles on se donne, et comment les règles qu'on se donne, ça consiste à fabriquer un lieu, à fabriquer un endroit, à fabriquer une position par rapport au monde, à fabriquer une espèce d'habitude qu'on aurait du monde. Donc, ce livre, c'est un peu ça, c'est de voir si on peut réussir à créer un monde qui tiendrait à peu près, en fait, dans sa diversité, et qu'on arriverait à peu près à habiter, ou dans lequel on arriverait à se loger d'une certaine manière. Je suis souvent intéressé par la question des voisins, par exemple. Enfin, là, j'en parle pas trop, mais... et les voisins, pour moi, c'est une façon de voir comment on peut habiter avec, en fait. Et c'est sans doute ça qui m'intéresse, c'est pas tellement habiter pour habiter, mais c'est la question d'habiter avec, en fait, et d'une certaine manière poser des genres littéraires différents, les uns à côté des autres, en les faisant communiquer, mais selon des moyens qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est une façon d'habiter avec. Donc, à partir de ce moment-là, tout se tient. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce d'ensemble. Je compose tous mes livres. Enfin, c'est pas une décision que j'ai prise, mais c'est un constat que je fais. Très souvent, je me pose une ou deux questions. Et à partir de là, j'essaie de répondre d'une façon ou d'une autre à cette question ou à ces deux questions. C'est souvent pas beaucoup plus que deux questions que je me pose, en fait. Donc j'ai pas une idée de la forme du livre avant. J'ai une idée de là où je voudrais aller d'une certaine manière. Donc je sais que pour ce livre, il y avait deux questions. Il y avait la question du temps et la question de l'avec. Et j'ai cherché des façons de répondre à ces questions, en fait. Alors, c'est vrai, il y a une dimension autobiographique, parce que, en fait, dans mes livres, il y a toujours une dimension autobiographique. Pas tellement que je tienne à raconter ma vie, qu'en plus, c'est pas très intéressant, je veux dire, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à raconter de particulier, mais c'est que c'est plutôt que le jeu me sert un peu de capteur. C'est-à-dire, c'est à partir du jeu que j'arrive à capter le monde. S'il n'y a pas de jeu, pour moi, ma perception du monde devient tellement diffuse que j'arrive pas à en faire quelque chose, en fait. Donc le jeu, il est là un peu comme un curseur qui se promènerait dans les rues, dans le métro, dans les paysages, dans la langue,
dans le rapport avec les gens. Et ce jeu, il vient comme concrétiser ou condenser quelque chose, en fait. Et ce qu'il condense, après j'essaie de le remettre en langue pour que ça devienne une expérience de langue qui soit à peu près partageable, en tout cas, qu'on puisse comprendre et vivre quand on la lit, en fait. Donc, il y a cette façon de composer à partir d'une ou deux questions. Je me souviens d'un livre que j'avais construit à partir de la question du fleuve. Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve? Qu'est-ce que c'est qu'un flux? Qu'est-ce que c'est qu'un flux dans la langue? Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'être dans le flux des autres? Et donc forcément là, enfin forcément non, mais la question de la danse était apparue pour moi. Là, il y a d'autres questions qui sont apparues. Et donc comment j'ai composé ce livre? Par exemple, je savais que je voulais un essai. Je m'étais dit, j'ai jamais mis d'essai proprement poétique dans un livre. Et je trouvais que la question de l'avec, comment on réfléchit avec quelqu'un, en fait. Comment on réfléchit avec l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ça me semblait une question intéressante. C'est-à-dire que, à la fois l'essai peut être intéressant, mais la forme essai, comme un rapport à l'autre, ça me semblait intéressant. Et donc, un jour, quelqu'un m'a demandé de présenter la poésie de Pasolini. Et je me suis dit, ah voilà, c'est l'occasion qui va faire que je vais écrire cet essai. Et donc j'ai écrit l'essai vraiment en fonction de ce que j'avais en tête. Et je me suis aperçu à la fin de l'écriture que ça présentait pas trop la poésie de Pasolini, en tout cas que sans doute qu'il fallait déjà un peu la connaître pour pouvoir circuler là-dedans tout de suite. Mais bon, c'était trop tard, j'avais décidé que voilà, ça serait l'occasion qui me donnerait la possibilité d'écrire une forme essai. Pareil, dedans il y a un conte, et ce conte, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, un jour j'ai demandé à quelqu'un, un ami à moi, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Et il m'a dit que je voudrais que tu m'écrives un texte. Et donc j'ai écrit ce texte, et une fois que j'ai eu fini de l'écrire, je me suis dit, ah mais c'est vraiment un geste, d'abord que j'avais jamais vraiment fait, de répondre à une commande, mais privée, intime, qui n'était pas forcément destinée à être publiée. Et là je me suis dit, ah ben ce geste-là, il m'intéresse pour cette raison-là, que c'est adressé véritablement à quelqu'un, en fait. C'est pour ça qu'il y a une sorte de dédicace, alors que j'aime pas trop les dédicaces en général, mais dans ce texte-là j'ai mis une dédicace pour dire que c'était vraiment un texte adressé qui avait un rapport à l'autre, en fait. Donc c'est un peu comme ça que je construis mes livres, pas nécessairement en y pensant, mais enfin si en y pensant, pardon, mais pas en y pré-pensant, c'est plutôt au fil du temps, à partir des questions que j'ai dans la tête, de voir comment quelque chose naît, quelque chose surgit. Voilà. Alors je me souviens de Dominique Fourcade qui disait un jour, parfois les livres sont que des recueils, parfois c'est vraiment des livres. Voilà. Celui-là, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté livre, mais des fois c'est vrai que certains de mes livres sont plus du côté recueil, c'est-à-dire que les questions peuvent avoir du mal à faire tenir ensemble tous les textes. Je m'en suis aperçu, il y a un côté un peu, si j'ose dire, un petit peu lyrique, au sens d'une reprise de motifs qu'on peut retrouver depuis très très longtemps dans l'histoire de la poésie. C'est aussi pour ça que je voulais écrire ce texte sur Pasolini, qui part d'une phrase d'Adorno qui dit, en gros, la phrase d'Adorno est mieux, mais qui dit en gros, là où il y a du rossignol et du lilas, c'est bon, ça va, le monde est à peu près sauvé, en fait. Et donc c'était quand même une question, je crois qu'il me travaille beaucoup, et je suis pas du tout le seul. C'est la question de... je vais pas dire la fin du monde, parce que je crois pas du tout que ce soit la fin du monde, mais en tout cas, du changement climatique, de la modification du monde que les humains imposent d'une certaine façon. Je pense pas que ce soit la fin, parce que le monde est quand même assez résistant, mais il y a quelque chose d'une modification
qui me perturbe, ou qui en tout cas me travaille, en fait. Alors bon, ça peut me travailler du côté des oiseaux, ça peut me travailler du côté des paysages, du côté de la météo. Je trouve que la météo c'est un bon thème parce que c'est aussi un thème de la conversation pure. C'est-à-dire, en général, la météo c'est ce dont on parle quand on ne sait pas quoi se dire. Et je me souviens de Barthes qui dit « Oui, mais la chose, c'est que ce dont on parle quand on ne sait pas quoi se dire, au fond, c'est peut-être là qu'est la joie et le bonheur. C'est-à-dire que c'est le plaisir d'être ensemble. » Et moi, j'aime beaucoup utiliser la météo comme ce moteur-là du langage. C'est-à-dire quelque chose qui ne laisse pas penser que le poème aurait quelque chose à dire, véritablement. Parce que, en tout cas pour moi, pour mon activité poétique, le poème n'a pas forcément quelque chose à dire, mais il aurait quelque chose à faire plutôt. Et ce faire, c'est la création d'un lien, d'un rapport de sensation, d'une espèce de forme de contact, peut-être d'un rapport de caresse, d'un rapport de douceur en tout cas. Et cette douceur-là, j'ai l'impression que c'est vraiment le moteur, pour moi, de la fonction poétique d'une certaine façon, de créer cette douceur-là. Et la météo, ou le paysage, peuvent participer de cette douceur. C'est pas forcément une météo tendre, hein, mais moi j'aime beaucoup la pluie. Il y a beaucoup de pluie dans ce livre. Et c'est pas tout à fait volontaire, c'est simplement que c'est une espèce de penchant que j'ai. J'ai aussi cette idée, qui se rattache à l'idée de la météo, que, en fait, si on demande à quelqu'un quel est son climat, on comprend quelque chose de ce qu'est cette personne, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de la communication qui passe en dehors d'avoir à la formuler, ou à la verbaliser, ou à la mettre en phrase. Ça communique par un échange de sensations, en fait. Et je sais toujours que quand quelqu'un me dit « Moi j'adore la chaleur », je me dis « On va avoir du mal à vivre ensemble ». Mais évidemment qu'après il faut trouver les moyens de vivre ensemble. Et il y a ce travail-là dans la météo aussi, la façon dont ça décrit ce qui pourrait être la sensualité intime d'une personne. Ah oui, c'est très important les liens, c'est vraiment c'est pour ça que ça s'appelle Tout se tient. C'est-à-dire que c'est la fabrique de liens en fait, d'une certaine manière. Quand je disais, une des questions qui me travaillait quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est la question de l'avec. C'est vraiment comment, dans la langue, on peut créer des liens. Comment ça fonctionne en fait. Parce que bon, on peut simplement dire je peux créer du lien, mais ça n'en crée pas. Et la question que je peux poser, c'est qu'est-ce qui dans la langue va faire lien? Qu'est-ce qui fait lien d'une phrase à l'autre? C'est pour ça que le vers m'intéresse, parce que d'une certaine manière, il oblige d'une certaine manière à descendre le long de la page. Et ça crée une espèce de forme de continuité, en fait, que je trouve belle, en fait. Et donc, à chaque fois, la question c'est de se demander qu'est-ce qui fait lien, comment ça fait lien dans la langue, comment j'arrive à créer des rapports, en fait. Je sais que dans ce livre, j'ai une certaine tendance, contre laquelle j'ai pas complètement pu résister, à ce que je dirais surmusicaliser, au sens d'utiliser pas mal des allitérations et des assonances, parce que j'avais vraiment le sentiment que ce travail-là dans la langue, ce travail quasiment musical, ça permettait de donner chair au poème, en fait. Et bon, pour ça je m'appuie sur un penseur du Moyen-Âge, parce que j'ai toujours besoin de m'appuyer sur des gens pour être sûr que ça tient la route. Et j'ai l'impression que cette musicalité-là, ce penseur du Moyen-Âge qui s'appelle Hugues de Saint-Victor, il dit que nous, êtres humains, nous sommes de la musique humaine. Et que ce qu'est cette musique, qu'est-ce que c'est? En fait, et je trouve cette formule, pour un religieux assez étonnante, cette musique c'est d'aimer la chair.
Et donc il y a cette idée-là, d'une espèce de dimension charnelle du langage, que je trouve dans la musique, que j'ai cherché à atteindre dans une certaine forme de musicalité. Parfois j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin, mais voilà. C'était en tout cas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc dans Tout se tient, il y avait vraiment cette idée de la fabrique du lien et de savoir comment je pouvais y arriver. Bon, la musique c'était une solution, mais c'est pas du tout la seule. Et en fait, je sais que j'ai longtemps cherché le titre et que je l'ai trouvé en lisant par hasard, c'était vraiment par hasard, des pages d'Auguste Blanqui, qui est un socialiste du milieu du 19e siècle, qui a beaucoup souffert pour son socialisme, parce qu'il a passé la majeure partie de sa vie en prison. Et cette phrase, je veux bien la lire parce que elle me semble... Enfin, quand je l'ai lu, j'ai été extrêmement frappé. Blanqui écrit dans un livre qui s'appelle « L'éternité par les astres », parce qu'il a une tendance à penser qu'en fait il y a un lien très fort entre n'importe quel microcosme et puis l'immense macrocosme de l'univers, que tout est justement tenu par des liens, que ça vibre à l'unisson. Et donc Blanqui écrit tous les corps, animés et inanimés. Alors déjà inanimés, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils prêtent une espèce d'existence, de pensée presque aux pierres, mettons. Alors tous les corps, animés et inanimés, solides, liquides et gazeux, sont reliés l'un à l'autre par les choses mêmes qui les séparent. Tout se tient. Et en fait, j'ai beaucoup aimé Tout se tient parce que je trouvais que ça venait condenser la phrase d'avant. Mais ce qui me touche vraiment, je crois, c'est la phrase d'avant, quand il dit que les choses sont reliées par cela même qui les sépare, d'une certaine manière. Et je trouve que cette idée quasiment dialectique, où c'est la séparation qui fabrique de l'union, ça me semblait... Enfin, je trouvais ça une idée très très forte, en fait. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que très souvent on écrit parce qu'on est séparé. Parce que quelque chose de nous est séparé, soit de nous-mêmes, soit des autres, soit du monde. Et je trouve que l'écriture est souvent... Bon, il faudrait que je pourrais peut-être le démontrer, mais j'ai pas le temps là, puis j'ai pas la capacité, mais que l'écriture est souvent une façon de resuturer ou de recoudre ce qui a été séparé, et trouver une façon de le faire, c'est-à-dire trouver une façon de créer des liens, et de ne pas avoir peur de montrer la séparation, parce que la séparation, même la séparation du verre qui va à la ligne, en fait, le fait d'aller à la ligne, c'est une façon de se relier à l'autre ligne quand même. Il y a quelque chose qui crée un univers en fait. Et donc, pour reprendre une formule de Marguerite Duras que j'aime beaucoup, elle disait, et un jour elle a écrit un texte où elle s'adressait aux spectateurs de ses films, puis elle disait l'autre, celui de notre séparation. Et en fait, ce que dit Blanqui, c'est que celui de notre séparation, c'est à peu près tout le reste, et qu'il faut réussir à créer, par la séparation même, une capacité à se tenir ensemble, en fait. Et donc, par la séparation dans la langue, par, je sais pas, les complexités dans la langue, les inversions dans la langue, des capacités de se tenir ensemble. Ouais, je pense qu'il manque toujours quelque chose. Déjà, ce que j'aimais bien dans cette phrase que j'ai lue vraiment par hasard, en me promenant à Pise, et c'était le moment du centenaire de Pasolini. Alors elle est apparue comme ça en italien, et puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui la disaient. Et je l'ai retrouvée aussi par hasard dans un texte de Brecht, en allemand. Et il manque toujours quelque chose. Évidemment, c'est ce qui fait avancer. C'est ce point, on pourrait dire, c'est encore une fois ce point de la séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complétude possible, et il n'est pas du tout sûr que la complétude soit souhaitable. Peut-être qu'il ne faut pas du tout souhaiter la complétude, et que c'est l'incomplétude, ce trou, il manque, ce fossé qui permet
qui permet de courir et d'essayer de rejoindre en fait. Et je pense que dans la langue, il y a quelque chose qui essaie de rejoindre. D'une certaine manière, évidemment, le sens, ça essaie de rejoindre. Mais je pense que, plus généralement, la langue elle-même, le fait qu'elle se dise, le fait qu'elle s'écrive, c'est une façon de tenter de rejoindre quelque chose d'indéfini, d'indéfinissable, de pas certain qu'on puisse le définir, mais ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ce qui a de l'importance, c'est ce manque qui est absolument moteur de mon point de vue, du travail de l'écriture en fait. J'ai tendance à penser que l'élégie, quelle que soit la façon dont on la pratique, c'est-à-dire ce moment du constat du manque, est souvent des moteurs importants des gens qui écrivaient en particulier, des gens qui écrivent de la poésie. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont sauter le plafond s'ils entendent ça, mais je crois qu'il y a quand même un fond de vérité. C'est-à-dire que on n'est pas du tout obligé de traiter les légers sur le mode de la plainte. On peut juste les traiter sur le mode du constat. Mais il y a quelque chose de ce manque, en fait, qui est un moteur absolu. Pour essayer, encore une fois, de faire avec, pas du tout de le dépasser, mais de faire avec et de voir comment on se débrouille avec l'absence. Et éventuellement, comment on se débrouille avec sa propre absence. Donc oui, et puis le fait que ce soit une phrase qui a été dite par plein de gens, ça me plaît beaucoup aussi, parce que j'aime beaucoup les sortes de je sais pas comment dire, de phrases qui sont des phrases, pour ainsi dire, citationnelles, où on entend derrière, non pas l'individualité de quelqu'un, mais la collectivité que ce quelqu'un est capable de devenir par la langue. Et il manque toujours quelque chose. Pour moi, c'est une phrase à la fois assez simple, mais qui fait que quand on la prononce vraiment, en y croyant d'une certaine manière, on devient une collectivité soi-même. On devient la collectivité de tous les gens qui l'ont déjà dit, en fait. En général, les phrases viennent... Il y a un début qui vient, en tout cas, de je sais pas trop. Et ensuite, il y a tout un travail de fluidification que je cherche à faire. En fait, il y a un vrai travail qui se passe d'abord dans ma tête, parce que je mets assez longtemps à écrire. C'est-à-dire, je me dis toujours que si j'oublie ce à quoi je pense, c'est que c'était pas bon. En tout cas, c'est que c'était... j'en avais pas vraiment besoin, puisque je l'ai oublié. Et donc, je peux garder un texte 15 jours, 3 semaines en tête, avant de commencer à l'écrire. Donc, petit à petit, il grossit. En fait, puisque je me le répète quand même 5 ou 6 fois par jour, voire plus. Et puis à un moment, il y a le passage à la page, ou à l'écran d'ordinateur, et là, il y a tout un travail de fluidité qu'il faut retrouver. C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait une fluidité qui était, je crois, liée à la voix que j'ai intérieurement, en fait, qui fait circuler les choses par la voix. Et quand la chose apparaît sur l'écran, je me dis, ah, ça marche moins bien, enfin, ça marche pas du tout. Et en tout cas, il faut retrouver ça. Et donc, il y a un double travail, c'est-à-dire la langue, elle tire de son côté, comme ça, elle essaie d'avancer toute seule. Et de l'autre côté, il y a à la fois la pensée et la sensation qui essaie de la retenir. Peut-être c'est là où je modifierais un petit peu, je dirais que pour moi, c'est pas que la pensée, c'est aussi la sensation, et que le rapport à la sensation, dans la langue, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait. Donc c'est à la fois une façon de penser, mais c'est aussi une façon de sentir. Et il y a toujours un moment où j'essaie de me dire, est-ce que ça sent bien, cet endroit? Méditation de l'ancien jeune homme. L'ancien jeune homme est dans son lit. Lui et la faible odeur fétide de fièvre et de drap mouillé. Il se rapproche, mais à distance des probabilités de la mort.
Les peintres du toit d'en face nettoient leurs pinceaux dans la première lueur salariée et le matin aplati de peine. Les plus proches voisins sont allés fêter au ski les clairières clémentines de l'hiver. Les pigeons roucoulent célébrant le revoilà, oh revoilou de la lumière. Si le monde était la somme que nous devions déduire, aussi vide à la fin que le lait dans l'écuelle du chat qui aurait pu être, ou si l'on connaissait les pronoms des choses pour dire leur déchirant degré d'absence, mu me manque, lul est loin, toi trop tardive, ainsi du cri des mouettes qui ont déserté la mer. Il sent, si empli de regrets, que la planète Terre vient de virer de bord pour sa transhumante oscillation vers l'été. Lui ne vivra pas le mot d'hommage, l'odyssée qui distend la nuit à l'infini, laissant là-bas dans l'intervalle la lumière pulser comme la promesse d'une luge qui suffirait à dévaler la durée dans, disons, d'indiscutables demain. Il suffit, peut-être, de plier méticuleusement le linge, selon les rigoureux desiderata de l'armoire ou d'une mini-valise cabine, pour comprendre que nous sommes plus seuls que les choses qui n'ont besoin de rien, ni l'armoire, ni le tankerville, ni les t-shirts, ne réclament ni être rangés, ni non plus ne pas, indifférentes à la poussière, à la notion de poussière. Elles s'ébattent, respirent au présent persistant, tandis que nous, il nous faut plus ou moins vérifier et prévoir, peut-être se compter, sûrement nettoyer, si nous voulons, à notre tour, nous répandre en longues conversations dans la douceur languide d'après minuit. Les tisanes infusent, la cuisine sent encore un peu l'âcre graisse qui fut dévorée, les je crois ou je sais, ou tu as tort, tu veux, je t'aime, sont notre façon de participer à la fabrication du soir, les canapés surchargés de bavardage, comme si nous étions du nid, parasitant les grands érables du langage, enfonçant nos pronoms dans la sève des autres visages, qui parlent, disent, cueillent, rangent, ou mieux, laisse on verra. Laisse se répandre le désordre jusqu'au matin suivant.